C'est en attente. C'est bon. Et je passe la parole à Mélanie. Eh bien, bonjour à toutes et puis bonjour à tous. On est donc ravis de vous accueillir sur ce webinaire qui marque l'ouverture de la semaine de l'innovation sociale. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que la semaine de l'innovation sociale? C'est pour la 3e année consécutive une semaine qui s'inscrit dans le cadre du mois de l'ESS, qui a lieu tous les ans au mois de novembre et qui a donc cette semaine que nous co-organisons avec la région ADI et la CRES, a vocation à montrer pendant une semaine tout ce que l'innovation sociale peut apporter en termes de nouveaux services ou de services nécessaires pour répondre à des besoins sociétaux. Et du coup, c'est une manière aussi de valoriser tout ce que les acteurs de l'ESS font sur ce champ. Donc, sans rentrer plus dans le détail, je vous invite à regarder tous les événements qui auront lieu cette semaine. Pour revenir sur notre événement du jour, donc on a souhaité cette année, d'ailleurs comme l'année dernière, faire un focus sur la question de l'innovation sociale organisationnelle, donc avec ADI et l'ARACT. Et donc, on est ravis d'accueillir aujourd'hui donc Anne Grenier de la structure Humano et Ingrid, je vais écorcher ton nom, de Éponyme, qui vont nous présenter du coup la manière dont eux ont travaillé les choses. Voilà, du coup, peut-être je vais passer la parole à Béatrice ou Marion. Marion, je te laisse la parole. Merci, donc Marianne Defez, je suis chargée de mission à l'ARACT, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc on a une mission de service public sur tout le territoire pour accompagner des structures, des branches et des territoires sur des projets d'amélioration des conditions de travail. Je la fais très courte. Moi, je suis chargée de mission à Bordeaux sur ces questions spécialement de qualité de vie au travail et d'innovation sociale organisationnelle. Et du coup, on a entamé effectivement un partenariat avec ADI et la CRES pour travailler conjointement sur ces questions. Béatrice, je pense que tu as prévu de le présenter, donc je te fais un petit teasing. Voilà, donc ravi de participer avec vous à ce webinaire ce matin. Merci Marion. Donc Béatrice Montamaggioriti, je suis chargée de mission économie sociale et solidaire et innovation sociale à ADI Nouvelle-Aquitaine. Donc notre rôle au sein de l'agence, c'est d'accompagner l'ensemble des structures de l'ESS dans leurs projets de développement et d'accompagner les projets d'innovation sociale pour l'ensemble des entreprises ESS et économie conventionnelle sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc sur ce sujet de l'innovation sociale, on traite en plus d'innovation sociale organisationnelle avec la CRES et l'ARACT pour les acteurs de l'ESS et avec l'association Talent et Culture pour les entreprises de l'économie conventionnelle et plutôt les PME industrielles dans le cadre de la CISO, la communauté d'innovation sociale organisationnelle. Donc aujourd'hui, sur ce webinaire, c'est un peu nos deux communautés qui se retrouvent, parce qu'on a des acteurs de l'ESS et aussi François Pellerin, j'ai vu que vous étiez présent, et les autres participants à la CISO. Donc on est ravis de pouvoir aborder ce sujet-là. L'innovation organisationnelle, c'est souvent un petit peu le parent pauvre de l'innovation sociale. Il y a beaucoup d'accompagnements qui sont faits sur l'innovation de produits, l'innovation de services. Et sur l'innovation organisationnelle, on accompagne de plus en plus de projets et on est ravis aussi aujourd'hui de donner la parole à Anne Grenier d'Humano, qui mène un projet très intéressant sur ce sujet-là, et à Ingrid d'Éponyme, qui du coup fait l'expérience de l'innovation sociale organisationnelle. Du coup, je vais directement passer la parole à Anne, notre experte de la matinée. Alors, le micro, Anne, il est coupé. Pardon, je disais, je faisais juste un point technique. Je pense que j'ai un problème, le PowerPoint ne bouge pas, j'ai l'impression. C'est le cas?
Si c'est bon. Si ça bouge, Ouais. ok, très bien. Donc moi, je suis Anne Grenier, je suis consultante de la structure qui s'appelle Humano. On est donc une SCOP. On est spécialisé sur l'accompagnement en innovation et transition organisationnelle, principalement des petites entreprises. Et donc, on a la particularité d'avoir un programme de recherche et développement qui s'appelle PRIOP et qui vise à réfléchir aux modalités d'accompagnement spécifiques pour les petites entreprises, pour les accompagner dans les démarches d'innovation organisationnelle, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait des difficultés dans ces petites tailles à pouvoir y aller pour différentes raisons, qui étaient des questions de temps, de compétences et de possibilités techniques aussi pour pouvoir y aller. Voilà. Et donc on a mené un programme d'expérimentation soutenu par la MI Innovation Sociale qui s'appelle l'immersion. Et donc, on a mis à disposition nos compétences à temps partiel et sur la durée dans des entreprises comme celle d'Éponyme pour tester des modalités d'accompagnement spécifiques aux petites entreprises. Merci. Du coup, sur Ingrid. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis Ingrid Bergeau, je suis la cofondatrice d'Éponyme. Éponyme s'engage en fait pour une enfance heureuse et une société responsable. Au départ, on gère des crèches, on crée et on gère des crèches avec l'optique en fait d'offrir aux enfants, aux jeunes enfants, donc de moins de 3 ans, un environnement favorable pour développer leur plein potentiel et en veillant à gérer nos structures en limitant notre impact environnemental. Et donc Éponyme est né en 2014 et a bénéficié d'un accompagnement effectivement de plus d'1 an maintenant avec Humano dans le cadre d'un financement du FACT. Et voilà, on parlera un petit peu après de ce qu'on a mis en place suite à la partie de présentation de Anne. Merci Ingrid. Du coup, le webinaire va se faire en 2 temps. Dans un premier temps, il y a la présentation de Anne et ensuite le témoignage d'Ingrid. Si vous avez des questions, on vous laisse les saisir directement dans le chat et on les prendra soit au fur et à mesure, soit en fin de présentation. Anne, c'est à vous. Ok, donc voilà. Donc, moi, on m'a posé la question de l'innovation organisationnelle spécifique aux petites entreprises pour vous montrer ce qu'était l'innovation organisationnelle et que c'est possible aussi pour les entreprises de petite taille. Donc quand je parle d'entreprise, je parle au sens large, c'est-à-dire toute mode d'organisation, qu'il soit entreprise, association, coopérative, voilà, peu importe le statut. Donc déjà, l'innovation organisationnelle, chacun en a un peu sa définition et quand on vient nous voir pour mettre en place ce type de projet, on voit plein de sujets apparaître. Certains nous parlent de qualité de vie au travail, d'autres de concepts comme l'entreprise libérée ou l'entreprise apprenante. On nous parle aussi d'amélioration des services par rapport à des bénéficiaires, d'horizontalité, d'économie sociale et solidaire, de lean management, de changement de mode de management visuel par exemple, de gouvernance, etc. etc. L'innovation organisationnelle, c'est un peu tout ça, mais si on prend la définition officielle, l'innovation organisationnelle, c'est une nouvelle méthode d'organisation dans les pratiques d'une entreprise ou l'organisation de son lieu de travail ou ses relations avec l'externe. Pour moi, ce qui est important à retenir dans l'innovation organisationnelle, c'est plutôt la notion de rupture. C'est-à-dire que l'innovation organisationnelle, c'est une nouvelle façon de s'organiser, soit par rapport à ses propres façons de faire, soit par rapport à des pratiques qui sont acceptées dans un secteur ou dans une population d'entreprises. Donc, on peut rentrer dans l'innovation organisationnelle pour plusieurs raisons. Il y a certains qui partent, déjà de base, la première chose à avoir, c'est que l'innovation organisationnelle est là pour répondre à une stratégie d'entreprise. Donc, on ne fait pas de l'innovation organisationnelle pour faire de l'innovation organisationnelle. On ne change pas l'organisation pour ça. On change l'organisation pour pouvoir répondre à une stratégie d'entreprise. Donc après, il y a plusieurs portes d'entrée. J'ai essayé de vous en mettre quelques-unes en valeur. Par exemple, il y a la porte d'entrée des structures qui souhaitent résoudre des problèmes
qui sont récurrents, par exemple, dans un secteur. À titre d'exemple, en ce moment, il y a le secteur de l'aide à domicile qui s'interroge beaucoup sur ces façons de s'organiser parce qu'ils rencontrent tous les mêmes problématiques qui sont des difficultés à recruter des aides à domicile pour répondre à des demandes qui, elles, sont de plus en plus importantes et qui vont l'être dans l'avenir. Donc aujourd'hui, ils s'interrogent sur leur façon de s'organiser pour répondre à ces sujets-là. Notre porte d'entrée, ça pourrait être un positionnement commercial, c'est-à-dire je cherche à être leader sur mon marché grâce à une entreprise qui va être en avance. Et ça, l'innovation organisationnelle va permettre en fait de chercher à toujours être en avance dans un marché concurrentiel et surtout un marché qui est en mouvement. Donc ça, on va le retrouver par exemple dans le monde industriel. D'autres vont rentrer à l'innovation organisationnelle pour résoudre des enjeux d'innovation sociale. Donc là, on cherche à répondre à un sujet de société qui dépasse généralement sa propre structure et on va réfléchir à une autre façon de s'organiser pour dépasser des freins qui aujourd'hui empêchent de résoudre ces problématiques-là. On peut retrouver ça par exemple dans le secteur de l'emploi où on va se rendre compte que si des structures publiques restent uniquement publiques et des structures privées restent uniquement privées, en fait la distorsion entre les deux fait qu'elles n'arrivent pas à résoudre les problèmes, des enjeux qui sont communs. Donc l'innovation organisationnelle va leur permettre de réfléchir à d'autres façons de coopérer pour résoudre ces enjeux-là. Ça, c'est 3 exemples pour rentrer dans une démarche organisationnelle. Il en existe bien évidemment d'autres. Ce qu'il faut retenir, c'est que la bonne porte d'entrée, c'est celle qui correspond à son projet d'entreprise et non pas à la mode actuelle. Donc vraiment, on revient sur la question de stratégie et de sa propre structure. Donc, on a voulu vous mettre en avant les clés de réussite d'une démarche d'innovation organisationnelle, sachant que c'est des choses qu'on retrouve dans un ensemble de structures qui ont mis des choses en place et qui ont réussi leur démarche et qui reviennent quand même, voilà, c'est un peu les clés de base. Donc déjà, la première chose, c'est d'avoir une stratégie claire et qui soit acceptable par tous. Donc ça, c'est, on va dire, la base d'une démarche d'innovation. Ensuite, c'est que cette stratégie d'organisation, elle soit pensée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, généralement, l'organisation, c'est un peu la dernière chose qu'on ne va pas automatiquement penser, c'est plutôt qu'on vit l'organisation telle qu'elle est. Alors que dans une démarche d'innovation organisationnelle, ce qu'on voit, c'est qu'il est tout aussi important de la penser comme une stratégie, comme on pense la stratégie de son modèle économique, comme on pense à sa stratégie commerciale, de communication, etc. Et ce qui est important, c'est que cette stratégie d'organisation, elle soit en cohérence avec l'ensemble des stratégies thématiques dont je viens de parler. Parce que si elle était déconnectée, elle aurait des difficultés pour le coup à se mettre en place. Une bonne démarche d'innovation organisationnelle, c'est un projet qui est pensé sur un temps long. C'est-à-dire qu'on sait, quand on parle de rupture, que ça va provoquer des changements qui sont importants, des changements dans sa façon de voir les choses, dans la façon de faire son métier, de collaborer avec ses collaborateurs, etc. Et donc, ça demande à être accompagné et à prendre du temps pour le faire. Donc, les bonnes démarches d'innovation, c'est celles qui ont pris le temps de se mettre en place petit à petit. Un autre enjeu, c'est que le projet soit ancré dans le réel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire surtout d'être conscient du point de départ de son entreprise. C'est-à-dire d'avoir conscience en fait du niveau de maturité de son entreprise, mais aussi de soi-même en tant que dirigeant ou de ses collaborateurs, voire même des parties prenantes extérieures avec les enjeux de l'innovation qui est souhaitée. Ça va permettre en fait de mettre en place des solutions qui soient pragmatiques et surtout qui répondent aux besoins des gens qui sont dans l'entreprise pour répondre aux enjeux de l'innovation. Donc, quand on parle de projets ancrés dans le réel, on parle aussi de démarches qu'on va appeler de petits pas, c'est-à-dire y aller petit à petit pour répondre petit à petit aux besoins, même si la stratégie est claire et on sait où on veut aller. Et un dernier point, c'est qu'il faut que la démarche elle soit pensée et portée par l'intérieur, c'est-à-dire dans l'entreprise, dans la structure, que ce soit par le dirigeant, mais aussi par d'autres collaborateurs qui peuvent porter cette démarche-là. Je pense que la démarche de l'immersion qu'on a mis en place le montre bien, c'est-à-dire qu'un soutien extérieur
est nécessaire, mais un soutien extérieur ne peut rien faire dans une démarche d'innovation s'il n'y a pas de répondants et de soutien à l'intérieur même de l'entreprise. Donc ça, c'est 5 points qui sont essentiels, qu'il faut avoir en tête pour lancer une démarche d'innovation organisationnelle réussie. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on prend en main un projet d'innovation organisationnelle. Donc je vais revenir à mon point de départ, c'est que la première chose, c'est un projet stratégique qui soit défini. Donc c'est important de définir les différents points de performance qu'on souhaite toucher, qu'ils soient économiques, sociaux, sociétaux ou un peu politiques et environnementaux. Donc c'est important de savoir si on veut les toucher les 4 à la fois, certains plus que d'autres, pour bien comprendre là où on veut aller. La deuxième étape, c'est d'analyser son organisation aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui l'organisation que j'ai, qu'est-ce qui me permet à l'intérieur de répondre à ce projet stratégique et qu'est-ce qui m'empêche ou ne me permet pas en tout cas d'atteindre ce projet stratégique. Ça permet déjà d'identifier là où il va falloir faire évoluer des choses. L'étape d'après, ça va être de s'inspirer, c'est-à-dire de prendre le temps d'aller lire, rencontrer, aller dans des entreprises, aller dans des conférences pour s'inspirer de démarches, alors qu'on appelle de concepts ou de méthodes d'innovation organisationnelle, d'innovation managériale, etc., pour se rendre compte en fait de la diversité des approches qui peuvent exister et de se rendre compte de ce qui nous colle en fait, ce qui nous irait, nous, dans notre structure. Donc quand on parle d'inspiration, je vais vous en citer quelques-unes. Il peut y avoir les démarches d'entreprises libérées, d'organisations opales, de RSE, d'organisations apprenantes, de l'e-management, de formats coopératifs, etc. Il y a plein de choses qui existent, mais toutes ne nous conviennent pas, donc c'est important d'aller se rendre compte de la diversité des démarches. Une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est de pouvoir imaginer l'organisation idéale qui permettrait de répondre au projet stratégique qu'on a défini. Ça permet de se rendre compte jusqu'où on est capable d'aller, c'est-à-dire jusqu'où je vais dans la co-construction, jusqu'où je vais dans l'autonomie que je devais donner à mes collaborateurs dans cette démarche, etc., pour que les choses soient claires, à la fois pour soi, à la fois pour les équipes, afin de ne pas créer du rêve ou des attentes trop fortes en face. Parce que comme je vous ai montré au début, tout le monde a une image de ce qu'est l'innovation organisationnelle, tout le monde aspire à quelque chose dans cette démarche-là, mais ce n'est pas automatiquement celle que l'entreprise va choisir de mettre en place, donc c'est important de clarifier les règles du jeu. Une fois qu'on a fait ça, le point d'après, ça serait d'aller prendre le pouls, c'est-à-dire de sensibiliser au projet qu'on a, d'acculturer au projet qu'on a, tout ou partie de ses collaborateurs, pour à la fois repérer les personnes qui sont moteurs dans l'entreprise et qui seront les soutiens d'un ou des dirigeants pour lancer ce type de démarche, mais aussi pour se rendre compte des freins qu'il peut y avoir, sachant qu'il peut y avoir plein de freins différents. Il peut y avoir des freins qui peuvent être techniques, qui peuvent être temporels, qui peuvent être de l'ordre des personnes, de normes qui peuvent être bloquantes aussi dans un projet d'innovation. Voilà, c'est se rendre compte en fait de son environnement et potentiellement des freins qu'il pourrait y avoir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est connaître la maturité de sa structure, c'est aussi pour connaître les freins, et un des freins principaux, en tout cas très bloquant, qu'il va y avoir dans les petites structures, il va être à la fois, il va être économique, enfin il va être financier. Donc c'est important de prendre le temps d'identifier le coût que va représenter cette démarche, parce que ça peut être des coûts externes, c'est-à-dire faire intervenir un intervenant extérieur, etc. Mais ça va être aussi des coûts de non-productivité, c'est-à-dire de temps de travail de ces salariés et de soi-même qui ne vont pas être productifs, c'est-à-dire qui ne vont pas ramener directement de l'argent par du chiffre d'affaires et qui vont quand même affecter l'entreprise. Donc l'idée, c'est de se rendre compte de ce que ça peut représenter et d'être en capacité d'aller chercher des soutiens, si besoin, par des financeurs qui sont divers et variés. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Il y a les OPCO avec la formation, il y a des appels à projets comme l'innovation sociale dont on a parlé tout à l'heure, il y a des dispositifs d'embauche structurants, il y a des fonds d'innovation, il y a plein de choses qui existent et qui peuvent correspondre ou pas au projet que vous avez. Une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est de passer dans une phase de construction ou co-construction de plan d'action.
d'un plan d'action qui soit réellement faisable et qui soit acceptable par tous. Et c'est une fois qu'on a fait ça qu'on peut passer à l'action. L'enjeu de l'innovation organisationnelle, c'est de se mettre dans une démarche d'amélioration continue, et donc les chercheurs vont appeler ça des boucles rétroactives, c'est-à-dire prendre le temps de faire, de regarder ce qu'on a fait, d'analyser ce qui a été fait et les effets qu'il y a eu, pour pouvoir réadapter petit à petit la mise en place du plan d'action qu'on avait imaginé. C'est-à-dire que souvent, le plan d'action initial ne sera pas exactement ce qui va être mis en place, mais par contre, la capacité de l'entreprise à aller s'observer individuellement et collectivement sur les progrès qu'ils font permettra d'adapter et de faire qu'une démarche soit efficace. Donc, si on peut résumer, pour pouvoir agir et donc pour pouvoir se lancer dans une démarche d'innovation organisationnelle, on va dire il y a 3 premières marches à franchir, que sont, la première, c'est de poser sa stratégie et d'identifier les freins organisationnels qui y sont associés pour se rendre compte en fait de ce qu'on va avoir à traiter. La deuxième étape, ce serait d'aller s'inspirer dans des livres, des conférences, des rencontres. Il y a plein de choses, il y a plein de ressources sur Internet, il y a plein de ressources même dans les partenaires qui organisent là, par exemple, qui connaissent plein de structures, qui ont mis des choses en place. Il ne faut pas hésiter, aller à la rencontre. Les entreprises sont souvent très à même d'ouvrir leurs portes et de venir raconter ce qui se fait. Et ce qui peut être intéressant, c'est de ne pas s'inspirer en tant que seul dirigeant, mais aussi avec des collaborateurs qui peuvent aussi avoir un autre point de vue. Et puis la troisième étape avant de passer à l'action, c'est d'évaluer sa maturité organisationnelle, c'est-à-dire d'essayer de mesurer les écarts entre l'organisation d'aujourd'hui et l'organisation de demain pour pouvoir mettre en place un plan d'action qui soit adapté à la fois à ses objectifs, mais aussi à ses moyens techniques, économiques, etc., aux personnalités des gens qu'on a dans l'entreprise, à des contraintes techniques, etc., etc. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Du coup, juste une question avant de passer la parole à Ingrid. Il y a souvent la notion de la posture du dirigeant dans dans ces projets-là, qui est souvent la question de beaucoup d'accompagnateurs comme l'agence ou comme d'autres participants. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots avant le témoignage? Qu'est-ce que vous avez pu voir dans votre programme? Alors, ce que je dirais, c'est que, de toute façon, c'est indispensable que le dirigeant soit leader sur ce projet-là. Donc, quand je dis qu'il doit être porté, ce projet, c'est qu'il doit d'abord être porté par le dirigeant, enfin, ou les dirigeants. Ensuite, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin du même type de leadership par rapport au projet d'innovation qu'on veut avoir. En fonction notamment de la rupture qu'on va avoir, on a besoin de leadership différents. En fonction aussi du niveau de maturité de sa structure, des personnes qui composent la structure, on ne va pas avoir besoin du même type de leadership. Je prends un exemple, un projet qui demanderait une très forte rupture à la fois dans sa relation avec ses parties prenantes externes et à la fois dans des modalités d'organisation très différentes et donc qui bougeraient beaucoup ses salariés. Ça va demander une force de persuasion, du leadership très fort, d'amener les gens à s'engager dans quelque chose qui va être très différent d'eux. Quand je vais être dans une structure où les démarches de coopération sont déjà existantes, même s'il y a des changements à faire, on va peut-être se retrouver plus avec un leader qui va être chef de projet, entre guillemets, d'un projet d'innovation. Donc, c'est pour ça que la maturité, ça aussi, va l'observer. Quand on parle d'être en mesure d'évaluer sa maturité, c'est aussi de s'évaluer soi-même, c'est-à-dire soi-même en tant que dirigeant, où est-ce que j'en suis par rapport à mon projet d'innovation? Est-ce que moi, il va falloir que je change des choses très fortes dans ma posture? Est-ce que je l'ai déjà et je sais le faire? Il va falloir que je les amène à aller avec moi dans quelque chose que je maîtrise déjà. Ça, c'est important parce que ce qu'on sait, c'est que le changement n'ira pas plus loin que le dirigeant, c'est-à-dire que le changement capable par le dirigeant. Donc, l'introspection, entre guillemets, sur son être, sur ce qu'on est capable de transmettre, ce qu'on est capable de faire, est important. Et donc, Ingrid en parlera après, mais la capacité d'être capable de se dire oui, il faut que je me fasse accompagner, parce que même pour moi, ce changement, il va être radical.
C'est important parce que sinon, les équipes ne suivront pas, les parties prenantes externes ne suivront pas. Voilà, donc c'est pas pour remettre toute la faute sur le dirigeant si ça marche pas, mais C'est un facteur le de succès. dirigeant, ça, en tout cas dans le cas, mais il n'est pas seul. C'est un facteur de succès. Ok, très bien. Merci beaucoup, Anne. Du coup, je passe la parole à Ingrid, qui sera interviewée par Marion. Juste peut-être, Ingrid, allumez votre caméra pour que tout le monde puisse vous voir. Et que je parle pas, que je pose pas des questions. Oui. Non, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté surtout de témoigner de votre projet sur l'innovation organisationnelle. Donc, dans un premier temps, donc on vous a découvert en tout début de webinaire, mais voilà, est-ce que vous pourriez nous présenter de façon un peu plus précise le projet d'éponyme de votre structure, enfin, voilà, l'aventure dans laquelle vous vous êtes lancé. Et puis Anne nous parlait tout à l'heure de porte d'entrée pour rentrer dans un projet d'innovation sociale organisationnelle. Donc du coup, quelle était votre porte d'entrée à vous? Est-ce qu'il y avait une ou plusieurs portes d'ailleurs? Mais voilà. Ok, merci. Alors, donc je suis la cofondatrice d'Éponyme. On a créé Éponyme en 2014. Initialement, le projet, c'était de pouvoir ouvrir des lieux d'accueil de la petite enfance, donc des crèches, ou de haute qualité, en fait, où la qualité de la relation enfant avec les professionnels, entre parents et la qualité de l'accompagnement proposé soit vraiment, enfin, de haute, on va dire, une haute qualité d'accueil, avec la volonté que les parents se sentent dans la crèche comme ils se sentent à la maison, un lieu ressource en fait aussi pour les familles, pour développer des compétences parentales, en fait, être plus à l'aise dans leur parentalité. Et le troisième sujet, quand on a créé nos premières crèches, c'était aussi que les professionnels, en fait, bénéficient d'un espace, d'un environnement qui soit bienveillant à leur égard, en partant du constat de départ que la bienveillance est un cercle vertueux et que pour pouvoir être bienveillant et empathique à l'égard des tout petits, il faut bénéficier soi-même d'un environnement favorable, que ce soit avec des collègues ou avec, du coup, nous, dirigeants d'entreprise. Donc au départ, on avait vraiment ce projet de crèche, en fait, plutôt dans un format, au départ, pour aller un petit peu contrebalancer le modèle classique de crèche, donc c'est des petites crèches où tout était pensé pour que ce soit beau, esthétique, agréable, où on se sent bien, voilà, dans un entreprise conventionnelle. Mais on a mis ensuite le pied au campement, donc au niveau de... alors, on est rentré au campement parce qu'on avait, depuis l'essence même du projet, la volonté d'offrir aux enfants également un environnement qui maintienne leur bon état de santé, notamment par une alimentation en partie biologique à l'époque. Maintenant, on est à plus de 85% d'origine biologique, avec des repas végétariens également chaque semaine. Et en ayant mis pied dans le campement, on nous a fait réaliser que notre projet pouvait être plus grand en fait que d'offrir une haute qualité d'accueil à ces quelques enfants, ces quelques familles qu'on accompagnait, que ce soit des crèches publiques ou privées. Hein. On a aussi des crèches de délégation de service public pour des collectivités publiques, et d'aller chercher à avoir un impact social. Donc, on a petit à petit fait évoluer l'entreprise vers une volonté d'avoir un impact social, donc de rentrer dans le champ de l'ESS. Cet impact social nous a amené en fait à nous poser la question, et donc c'est là où est venue la notion de démarche aussi d'innovation organisationnelle, c'est de se dire comment on fait pour engager plus nos collaborateurs, pour nous amener, pour venir avec nous en fait dans ce bateau pour offrir aux jeunes enfants une enfance heureuse et contribuer à une société responsable. Donc comment les embarquer, comment les engager plus avec nous dans cette grande mission, en fait, bien au-delà d'accueillir au quotidien des jeunes enfants pendant que leurs parents travaillent, et de dire que le constat, c'est de se dire qu'une enfance heureuse dure toute la vie, et qu'aujourd'hui, on sait en fait qu'un euro investi en prime enfance, c'est 10 euros économisés sur les risques à l'adolescence, notamment de délinquance, de civilité ou plus. Et donc, on cherchait de l'engagement, vraiment l'engagement. L'engagement et l'augmentation de notre impact social. Donc, voilà. Engagez vos collaborateurs dans ce projet-là. Est-ce qu'il y avait aussi une envie d'engager d'autres parties prenantes Les parents.
Les parents, effectivement, alors, et les collectivités publiques, mais donc ça a été créé en 2014, on est en 2020, donc 6 ans après. Aujourd'hui, on cherche vraiment à aller plus loin dans l'engagement, mais initialement, c'était vraiment cette notion d'engager nos collaborateurs, les parents, bien sûr, nos parties prenantes, que les parents sont les premiers éducateurs, et de travailler avec eux, main dans la main, en fait, pour contribuer à offrir aux enfants une enfance heureuse. Donc, ça passe par des pratiques éducatives bienveillantes à la maison et à la crèche, en fait. Donc, c'est d'être main dans la main. Et aussi de pouvoir, vis-à-vis des familles, partager, en fait, l'idée qu'on doit pouvoir, on accompagne, nous, on essaie d'avoir une gestion en limitant notre impact environnemental, en offrant aux enfants une alimentation très qualitative. Et du coup, l'enjeu, c'était de sensibiliser les parents à ce pourquoi. C'est quoi la santé environnementale? C'est quoi l'impact de l'environnement sur la santé des tout petits? Les perturbateurs endocriniens, les produits chimiques, et aussi comment nous, on diminue notre impact en privilégiant des jouets avec moins de plastique, ou recyclés, ou en faisant du don. Enfin, voilà. C'est tout ça qui s'est joué, avec une structuration au fil des années. Notre premier enjeu, ça a été aussi, rapidement, la question de santé environnementale, et on s'est fait accompagner aussi par une experte sur le sujet. Voilà. Et en termes d'organisation également, on s'est très vite intéressé avec mon associé sur on a lu des livres, donc Anne parlait d'inspiration, effectivement, je suis tout à fait d'accord. On a lu des livres, on a été à des conférences, des séminaires sur l'entreprise libérée, mais on n'arrivait pas en fait on avait cette idée en fait qu'on pouvait être moins dans la décision et plus dans la coopération. On a mis en place très vite des sujets, des espaces en fait de discussion entre les professionnels directement et nous, en fait, sans passer par la voie hiérarchique de la directrice, qui est plutôt nouveau, parce que dans une crèche, ça reste un milieu plutôt quand même assez hiérarchisé initialement, de par les diplômes obligatoires. Donc, voilà, le concept d'entreprise libérée nous a intéressés, mais sans pour autant qu'on puisse vraiment y aller, parce que c'est vraiment deux mondes, enfin, en tout cas selon nous. Et on s'est également beaucoup intéressé à la communication non violente depuis quelques années, et formé là, début 2020, pour l'instant, nous deux dirigeants à la communication non violente, et la volonté, en fait, de pouvoir amener cette façon, finalement, d'être en relation avec les autres et avec soi-même, dans les années à venir, à l'ensemble de nos parties prenantes, y compris par exemple des parents qui sont intéressés par le sujet et qui pourraient aussi se former à ça. D'accord. Donc, engager les collaborateurs et les parents dans le projet, avoir des inspirations un petit peu et s'intéresser à différents modèles, dont l'entreprise libérée, la communication non violente, etc. Et du coup, comment est-ce que vous avez fait concrètement pour entamer ce projet d'innovation sociale organisationnelle? Alors, je dirais que la notion, voilà, c'est aussi le fait d'avoir bénéficié d'un accompagnement par Humano, parce que on a dû prendre du recul, en fait. L'engagement dans cette démarche, en fait, de changement finalement organisationnel dans notre entreprise. Il est vraiment venu avec ce tiers, en fait, avec Humano, qui est venu nous questionner sur nos modes de fonctionnement, qui est venu regarder, en fait, auditer. Il y a eu des entretiens avec des collaborateurs, des entretiens de cuisiniers, d'agents de petite enfance, de directrices, des personnes du siège, nous questionner nous aussi, nous interviewer, et finalement de pouvoir dresser un tableau de ce qui est positif dans l'entreprise, qui était déjà de façon finalement qui était déjà dans l'innovation, et ce qui restait encore à faire. Et il nous a, en tant qu'on est deux dirigeants, on a pris le temps en fait nécessaire pour pouvoir avancer pas à pas avec Humano, et sans accompagnement extérieur, sans tiers. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on en serait à cette étape-là de 2021 et les années suivantes sur ce vers quoi on veut amener Éponyme aujourd'hui, en fait. C'était nécessaire de passer par cet accompagnement extérieur, structuré, rythmé, en fait, pour passer le cap qui va arriver là maintenant. Alors, justement, aujourd'hui, en 2021, donc, vous en êtes où? Quelles sont vos réussites? Anne parlait tout à l'heure d'actions ancrées dans le réel. Voilà, quels sont les résultats pragmatiques que vous avez pu avoir aujourd'hui en menant ce projet d'innovation organisationnelle? Alors, la première chose, c'est que ça s'est mené un petit peu en parallèle, mais malgré tout, en 2019, on a mené notre première méthode d'impact social. On cherchait finalement, est-ce que le modèle de crèche innovant, effectivement, qu'on met en place, est-ce qu'il fait ses preuves? Nous, on cherchait à dire qu'un enfant épanoui, en fait, en développant
en favorisant le bien-être des enfants, des parents et des collaborateurs, ont contribué finalement à un monde, on va dire un monde meilleur. Et donc en 2019, on a cherché à savoir à regarder, en fait, à faire la preuve de ce que notre modèle était efficient, s'il pouvait être justement reproduit au-delà de nos 6 crèches à l'époque. Et du coup, notre première étude d'impact social en 2019, on a été accompagné par un cabinet extérieur, le cabinet Elix, et on a répondu à la question en quoi les crèches éponymes contribuent à l'épanouissement des enfants, des parents et des collaborateurs. Sur la partie parents et collaborateurs, c'était par des questionnaires, et sur la partie collaborateurs également par rapport à nos données RH, en fait, indicateurs RH le plus classique. Et là, les résultats ont été au-delà de ce qu'on pouvait espérer, en fait, avec des collaborateurs. 97% des collaborateurs satisfaient leur cadre de travail. Selon eux, le bien-être au travail chez Éponyme repose sur l'écoute, la cohésion, l'esprit d'équipe, la bienveillance, la communication et la liberté qu'ils peuvent y trouver. Et 100% des collaborateurs recommanderaient Éponyme à un parent et 97% à un père. Voilà, donc du coup, et sur la partie famille également, on a eu des résultats très intéressants en fait, et on a pu voir, il y avait 2 questions par rapport aux parents, c'était est-ce qu'ils ont confiance en la crèche pour leur enfant, et également est-ce que par le biais de la crèche gérée par Éponyme, ils peuvent développer leurs compétences parentales. Est-ce que ça contribue finalement à leur épanouissement en tant que parent en fait, parce que, voilà. Et les résultats étaient très positifs. Donc, c'est venu conforter un petit peu ce qu'on avait mis en place et maintenant, on veut aller plus loin. On a réalisé qu'on avait besoin de mieux évaluer en fait notre projet au-delà d'un accompagnement temporaire qui a été mené par Elix et d'aller en 2020, on a renouvelé ces mêmes types de questionnaires et les observations auprès des enfants également en ayant à l'idée d'internaliser en fait cette évaluation et de pouvoir justement amener une culture d'évaluation auprès des collaborateurs. Donc ça, c'est les années qui vont arriver maintenant. Et après, dans les réussites, il y a également cette question de la coéducation parents professionnels qui implique les familles dans les crèches de plus en plus. Par contre, le constat, c'est que il y a des crèches, en fait, des équipes qui sont très investies, qui sont très engagées et qui vont vraiment porter ce projet, ça devient leur projet d'équipe, leur projet de crèche. Et d'autres, en fait, on a chaque équipe, chaque crèche n'en est pas au même moment en fait par rapport à la coéducation, parents professionnels. Sur la dimension également managériale, on a un gros sujet sur le management en fait. Donc on forme nos directrices et nos adjointes au management engageant. Donc, depuis quelques années, mais le management engageant, ça s'apprend et il y a des outils à déployer. Tout ça, c'est pour nous encore un chantier, mais qu'on est en train de finaliser. Et puis en 2000, on a créé aussi en 2018 un poste de coordinatrice en fait pédagogique, donc sur le pilier éducation et 2 jours semaine sur le pilier santé environnement. Donc c'est qu'on a mis nos réussites, c'est d'avoir pu déployer en fait des postes, donc des compétences dédiées à notre spécificité de projet, qui était ancrée sur 3 sujets, l'éducation respectueuse et la coéducation, la santé environnementale et l'écologie. Et le 3e sujet, c'est sur les richesses humaines, la place de nos collaborateurs, comment on travaille ensemble en fait pour développer à la fois le bien-être et l'engagement. Et donc, on s'est donné les moyens de le faire, puisque la petite enfance, en crèche, ça marche, l'entreprise, nous, on ne peut pas dire on lance un nouveau produit, donc on va avoir peut-être de nouvelles rentrées d'argent. C'est complètement capé par les aides de la CNAF et des collectivités publiques. C'est comment on fait vivre un projet innovant de qualité, à la fois par rapport à l'alimentation dédiée aux enfants, mais également par rapport aux formations qu'on propose aux collaborateurs, qui sont 2 fois en nombre supérieur au réglementaire. Et comment on a réussi à le relever le défi de faire rentrer en fait ce projet-là dans un cadre budgétaire qui est contraint. Même si ça reste encore notre défi de demain, puisque les contraintes financières sont le gros frein en fait pour aller plus loin. D'accord. Donc oui, effectivement, d'autres projets aussi, enfin à développer, d'autres aspects à aller creuser. Du coup, vous avez commencé à l'évoquer, les points de vigilance un petit peu sur ces projets de transformation. Et du coup, est-ce que vous avez alors d'autres points de vigilance éventuellement et des conseils en fait aux structures qui nous regardent aujourd'hui ou qui sont présentes et qui voudraient se lancer dans un projet d'innovation organisationnelle. Voilà, en tant que dirigeante, qu'est-ce
qu'est-ce que vous auriez à conseiller en fait à des pères? Déjà, de pouvoir bien effectivement évaluer le temps, de se faire accompagner. Je pense que vraiment, ça passe par un accompagnement. Pour moi, ça passe par un accompagnement avec un tiers, de vraiment évaluer le temps nécessaire en interne. En fait, est-ce qu'on a le temps disponible? Est-ce qu'on est prêt en tant que dirigeant à aller à re-questionner notre modèle, à s'ajuster? Je pense qu'on a tout le temps fait ça. Enfin, Anne parle de boucle rétroactive, c'est complètement ça. On va en avant, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, on observe, on analyse, on réajuste, on écoute et on recommence. Donc, c'est beaucoup d'énergie. Donc, c'est prendre le temps en fait de la réflexion, prendre le temps de la mise en place et de regarder, d'écouter et de voir ce qui est à réajuster pour continuer à avancer. Donc ce temps nécessaire et aussi le temps des collaborateurs, parce que nous on gère des crèches, donc elles sont auprès des enfants. Il y a un effectif placé, il y a un professionnel face à un certain nombre d'enfants et que du coup détacher du temps pour travailler sur des sujets en crèche, c'est plus difficile en fait, c'est un challenge. Donc c'est aussi dans des organisations comme certaines aides à domicile, c'est aussi ça peut être aussi vraiment à penser. Et voilà. Et nous, pour la suite, en fait, le virage qu'on prend aujourd'hui grâce à cet accompagnement, et toute l'organisation qu'on a mis en place dans l'entreprise pour aller plus loin. Le but, c'était d'augmenter notre impact social. Et bien là, on cherche aujourd'hui on va vers la mise en place de comités, en fait, pour développer notre gouvernance participative, partagée, qui n'était pas tout à fait pas calée jusqu'à aujourd'hui, et également du coup de développer d'autres activités autour de l'enfance, mais au-delà des crèches, notamment par rapport à l'alimentation ou bien à la formation. Donc ça nous emmenait plus loin dans notre volonté d'impact social, toujours pour favoriser permettre aux enfants d'avoir une enfance heureuse, et un enfant heureux va pouvoir être un citoyen aligné en tout cas, et en veillant à ça en tout cas, mais et contribuer lui aussi à son tour en fait à être vigilant vis-à-vis des autres, en fait prendre sa place dans la société. Donc voilà, par rapport aux personnes qui voudraient y aller, c'est vraiment la notion du temps disponible, et également pour nous c'était nécessairement un accompagnement d'un tiers en fait. Et là, le financement du FACT, du coup, j'en profite, mais sans ce financement externe, on ne pouvait pas, en fait. On n'avait pas les moyens d'aller vers là. Et pourtant, aujourd'hui, on va vers une création de postes, on va vers de nouvelles activités qui vont répondre à des besoins d'autres, en fait, d'autres lieux de la petite enfance. Donc, c'est vraiment d'arriver à ce que tous, on ait les bonnes informations pour activer à la fois des financements externes, le bon partenaire, et nous accompagner, nous, entreprises, avec la volonté à l'intérieur d'aller plus loin. Et avec un petit peu, Anne en parlait tout à l'heure et je sais que la notion est aussi chère à Béatrice, mais cette stratégie des petits pas, en fait, c'est-à-dire pas forcément complètement révolutionner le monde tout d'un coup, mais ce que j'entends, c'est voilà, un premier accompagnement au campement, enfin un projet, un accompagnement au campement qui a commencé à ouvrir un petit peu sur d'autres éléments et un accompagnement après avec Humano qui a permis de travailler sur l'organisation. Merci beaucoup, Ingrid, pour ce témoignage. Merci. C'est vraiment des petits pas, effectivement, et on a pris le temps. On prend encore le temps et on parle d'évaluation aujourd'hui parce qu'on en est là aussi avec les équipes. Et effectivement, c'est petit pas par petit pas et ne pas aller trop vite, quoi. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, on a déjà quelques questions dans le chat. Donc, la première sera plutôt pour Anne et je vous la poserai juste après. Ingrid, il y a une question pour vous. Donc, vous, en tant que cofondatrice, qu'est-ce que ça vous apporte, l'innovation organisationnelle? Quel leader êtes-vous? Ou peut-être quel leader aussi êtes-vous devenu? Qu'est-ce que ça a changé vraiment pour vous, ces projets-là, ce projet que vous avez mené? Votre micro est coupé. Voilà. Oui, alors, quel leader je suis? Alors, du coup, c'est vraiment une bonne question. Aujourd'hui, la gouvernance partagée vers laquelle on va, là, 2021, c'est aussi justement, avec mon associé Clément, on est encore beaucoup trop dans l'opérationnel. On a 8 crèches, en fait, 9 équipes avec l'équipe siège et près de 100 collaborateurs. Et pour autant, on est encore beaucoup dans l'opérationnel. Et notre objectif, c'est d'en sortir pour justement être dans une posture plutôt d'accompagnant, de coordinateur, de coach, moi je dirais. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt d'être, je ne sais pas comment Anne l'a appelé, de chef de projet. Chef de projet et un petit côté coach, coordinateur. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment de temps pour se permettre ça.
et au détriment finalement du développement du projet. Et c'est pour ça que cette 2021, c'est un recrutement d'une personne qui va pouvoir en fait être un peu plus que nous dans l'opérationnel et dans la coordination des fonctions support. Et les comités, en fait, les différents comités techniques de cohérence pour partager en fait la décision avec nos parties prenantes, des collaborateurs, des parents, sans pour autant aller dans une gouvernance complètement partagée, parce que tout à l'heure Anne parlait de est-ce qu'en tant que leader, qu'est-ce que le dirigeant est capable? Nous, aujourd'hui, on n'est pas encore capable d'aller vers une gouvernance complètement partagée, mais avec des comités qui viennent questionner et puis prendre des décisions aussi. Donc, le leader que je suis, il est en transition. Par ailleurs, je me forme aussi au coaching. Enfin, il y a beaucoup il y a un mouvement d'entreprise et il y a un mouvement personnel qui est nécessaire, et il y a une transition aussi en tant que dirigeante, en fait, pour pouvoir faire grandir les autres. Moi, je dis que voilà, mon job, c'est de faire grandir les talents dans l'entreprise et convaincre à l'extérieur que investir en prime enfance, c'est juste un investissement pour tout le monde, pour toute la société. C'est mon job. Merci. Si je peux me permettre, pour la définir en tant que leader, moi, je dirais qu'elle est bienveillante mais déterminée. C'est-à-dire qu'elle est capable d'être à l'écoute et vraiment très bienveillante par rapport à la fois son associé et à la fois ses collègues. Mais la détermination est là, c'est-à-dire elle sait où elle veut aller, elle connaît les enjeux d'éducation, santé, environnement, etc., qui sont bons par rapport au projet, et elle a une capacité à être très pédagogue. Donc ça, c'est ses qualités. Et ce qu'il ne faut pas négliger dans leur cas, c'est qu'ils sont un binôme de dirigeants et que Clément n'est pas Ingrid. Et en fait, c'est cette complémentarité qui est très intéressante. Lui, il va avoir beaucoup plus un profil, on va dire, développeur, si ça peut parler aux gens, mais néanmoins à l'écoute. Et ils ont tous les deux une grosse capacité de remise en question personnelle. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, par exemple, elle parlait, Ingrid, du fait qu'on avait fait un audit. Voilà, ils ont su entendre ce qui allait bien, mais ce qui allait aussi, entre guillemets, pas bien. Alors, il ne faut pas exagérer quand dire que ça allait pas bien, mais ce qui était amélioré, l'un et l'autre, de façon différente, parce qu'on n'a pas les mêmes caractères, c'est évident. Et voilà. Et ça, ce duo, cette force peut-être aussi du duo, n'est pas à négliger, parce que comme c'est des projets qui sont longs, Ingrid le disait, il y a des moments où on construit pour déconstruire, pour reconstruire, ça peut être épuisant. L'enjeu de se soutenir, je pense, est non négligeable quand même. Je suis d'accord. Merci, et ça rejoint aussi un autre témoignage qu'on avait eu nous sur un autre événement sur ce sujet d'innovation sociale organisationnelle, où Éric Neveu d'AET disait que pour lui, le rôle du dirigeant, c'était aussi d'entretenir la flamme. C'est une fois que le projet est lancé, il y a cette méthodologie que vous avez expliquée, Anne, d'amélioration continue, et aussi de pouvoir entretenir la flamme avec les salariés, avec les parties prenantes. Et ça, c'est vraiment un point aussi important à prendre en compte. Une deuxième question pour vous, Ingrid. Est-ce que la nouvelle organisation, les enseignements, les essais que vous avez pu faire, est-ce qu'ils ont été formalisés dans un document interne pour les nouveaux collaborateurs, pour de la capitalisation, du transfert? Est-ce que vous avez un peu fait le journal de bord de ce projet? C'est vrai que notamment Clotilde d'Autonome Lab, dans son programme d'innovation managériale, c'est un outil qu'elle utilise, le journal de bord pour les dirigeants. Est-ce que vous aussi, vous avez ce type d'outil ou d'autres choses peut-être? Alors, on n'a pas de journal de bord. Après, on a pas mal d'écrits quand même on a quand même pas mal d'écrits sur tout ce qu'on a mis en place en fait, sur l'organisation, sur comment on travaille ensemble, sur le déploiement de la mission, les différents piliers. On a beaucoup d'écrits. On n'a pas de journal de bord, non. Par contre, là, la nouvelle structuration qui arrive avec ces fameux comités qui vont naître en 2021, l'idée, c'est effectivement d'avoir un document très clair, très écrit en fait. On a commencé déjà, mais il n'est pas, aujourd'hui c'est un PowerPoint. Mais c'est une bonne idée en tout cas. Non, je dirais pas qu'on a un journal de bord de là où on est parti et là où on va et qu'est-ce qu'on.
On a beaucoup d'écrits quand même, parce qu'on répond aussi à des appels d'offres, on répond à des dossiers, donc du coup on a pas mal d'écrits de littérature sur la culture d'entreprise. Mais je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait me dire un peu plus ce que c'est le journal de bord en fait? Alors, il me semble que je ne vais pas enlever les mots de la bouche de Clotilde, je sais qu'elle est connectée. Le journal de bord, c'est aussi un espace pour le dirigeant de partager son parcours en fait dans ce cheminement d'innovation organisationnelle, ce que lui il apprend, ce qu'il retient. Ça peut permettre aussi de garder un peu une trace du cheminement que vous avez pu passer. Après, je pense que là, la question de Pierre-Gilles, elle était surtout dans une optique de capitalisation et de boîte à outils. Si demain vous ouvrez une nouvelle crèche, est-ce que vous pouvez délivrer un cahier des charges de l'innovation organisationnelle à mettre en place par vos nouveaux collaborateurs? Alors oui, Ingrid, oui, c'est ça. Oui. Non, j'allais dire que oui, vous avez énormément de trucs en fait. C'est juste que, notamment pour aller dans des crèches, et moi, enfin, il y a plein de choses, ça c'est sûr. Je pense que ce qui peut être intéressant à dire, c'est qu'ils essayent, par exemple, de faire leur propre outil. Ils appellent ça une grille jeune pousse, mais en tout cas avec leur propre outil, avec leurs propres règles entre guillemets ou propres normes, pour permettre en fait à chacun de se situer, qu'il soit une crèche, qu'il soit une personne dans ses évolutions nécessaires. Et ça, c'est en cours de travail, mais il y a déjà des choses qui existent. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très valorisant, enfin, qui est très intéressant parce que ça permet de rendre les choses très concrètes pour les gens, pardon. Vous avez un cahier de bienvenue. Enfin, ils ont des tas de choses et surtout, ils ont beaucoup de temps de rencontre, en fait. On parle de tout ça, on met des mots là-dessus. Il n'y a pas que des écrits, on met des mots dessus. Tout à fait. On a vraiment un cahier des charges et puis ensuite une façon de donner du sens, en fait, d'expliquer, donner du sens, sensibiliser, former pour pas que ce soit l'objectif, c'est que chacun puisse s'en imprégner, que ça devienne un projet personnel presque, enfin un projet professionnel, mais qui a un impact. On a beaucoup de collaborateurs qui nous disent qu'elles ont changé de façon de manger à la maison, elles ont changé la façon de nettoyer la maison, elles ont changé leurs mots avec leurs enfants. Enfin, c'est un chemin aussi au-delà du travail, finalement, sans obligation, bien sûr. Et effectivement, on a pas mal d'écrits et toujours on les remouline. Enfin, le livret d'accueil des collaborateurs, il va devenir le livret en fait du collaborateur, un livret au cours de la vie finalement, avec toute l'intention qu'on a sur le projet, le sens qu'on y met et comment on peut développer ça dans les pratiques en crèche et plus tard dans d'autres activités. Mais le livret, la grille Jeune Pousse, c'est une grille qui a été construite comme un label finalement initialement, qui est pour nous en fait en interne pour, comme disait Anne, pour évaluer et s'auto-évaluer, s'auto-diagnostiquer en tant qu'équipe, dire on en est où dans nos pratiques. Et si on n'est pas, et aussi au niveau de l'équipe siège, on fait une équipe globale. En fait, c'est pas vous faites ci et nous on fait ça, c'est qu'est-ce qu'on peut améliorer ensemble. Et ça passe par de la formation aussi, puisque quelqu'un qui arrive dans nos crèches, on se rend compte aujourd'hui qu'elle n'est pas formée telle que nous on peut l'imaginer, notamment sur les questions de santé et environnement, ou de coéducation, ou bien de management. Parce que le management qu'on déploie est un management plus collaboratif, où on essaie que chacun ait sa place, y compris l'agent d'entretien. Le cuisinier est très très important dans nos crèches. L'agent d'entretien aussi, on s'est donné une place à chacun, quel que soit le métier. Et ça s'apprend aussi quand on revient d'un milieu petite enfance plus conventionnel. Donc, on a pas mal d'écrits. On continue parce qu'on a encore à écrire et à déployer. Mais c'est écrire, donner du sens, former et évaluer par l'auto-évaluation aussi, en fait. Et après, on recommence. Et je pense que ce qui est intéressant là, c'est que justement, ils ont su adapter à la maturité des gens. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de collaborateurs qui ne sont pas dans l'écrit, en fait, qui ont l'habitude de se parler, qui ont besoin du lien humain pour pouvoir avancer. Et donc, même s'ils formalisent, parce que c'est important, et c'est ce que dit Clotilde, c'est-à-dire ne pas perdre l'évolution, c'est-à-dire d'où on partait, où est-ce qu'on veut aller, ça, il ne faut pas le perdre. Et ça, c'est entretenir la flamme du dirigeant dont la personne vous parlait. Mais par contre, on s'adapte. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a des équipes qui n'étaient pas en mesure, enfin, ça ne sert à rien de leur donner un livret et se débrouiller avec ça, parce que de toute façon, ça ne sera pas lu ou pas vraiment, etc. Et donc, l'apport de sens par le côté humain est très fort dans cette structure-là. Par contre, si je peux rebondir sur ce que disait le monsieur, il y a un enjeu de formalisation qui, moi, me semble important, c'est-à-dire le fait de formaliser, même de façon légère,
les différentes étapes, c'est que ça permet de se rendre compte de là où on vient en fait et de tous les progrès qu'on a fait. Parce qu'en fait, c'est plein de petits progrès, tous ces enjeux d'innovation organisationnelle. Et quand on est la tête dans le guidon, on a tendance à plus les voir et on voit les problèmes de demain et on dit ah, on a encore ça à faire. Ça. Mais ouais, mais en fait, on a fait déjà beaucoup de choses et se le rappeler régulièrement, ça peut être une fois par an, par un moment convivial. Alors, les associations vont le faire dans l'AG, par exemple. Les structures plus conventionnelles n'ont pas automatiquement d'instance pour pouvoir faire ça, mais le faire, c'est important parce que ça permet à chacun de se dire bah, c'est bien, parce qu'il faut s'encourager en fait. Il faut se donner de l'énergie et à tout niveau dans l'entreprise, parce que ça va demander des efforts à chacun et savoir reconnaître chaque des efforts et chacun a fait sa part de progrès au profit du projet global, bah, c'est important parce que c'est ça qui redonnera de l'énergie pour pouvoir être en capacité d'aller affronter les nouvelles problématiques qu'on va retrouver. Merci beaucoup. Vous avez dans le chat le détail du carnet de bord par Clotilde d'Autonome Lab, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Je vais revenir sur la première question qu'on a eue. Je pense qu'elle est plutôt pour Anne, donc c'est de la part de Madame Garcia. Donc bonjour, nous menons ce type de démarche depuis de nombreuses années. Effectivement, ce sont des projets longs et nous subissons des crises à des moments différents. J'ai écouté votre point de vue sur le dirigeant. Suis-je le maillon faible? Je ne sais pas si vous êtes le maillon faible. Ça serait trop présomptueux de ma part de pouvoir le juger avec si peu d'informations. En tout cas, tous les projets d'innovation organisationnelle ont des crises. C'est pas simple. Il faut être réaliste, c'est pas simple. Je ne peux pas dire que c'est très difficile de répondre sans connaître la structure et sans connaître les collaborateurs, l'environnement. Enfin, il y a plein de choses qui viennent intervenir. En tout cas, une organisation, c'est pas quelque chose de stable. C'est quelque chose qui est constamment en mouvement et qui va nécessiter d'être constamment soi-même en mouvement. Donc c'est possible que des évolutions d'organisation, ça peut être une nouvelle offre de service, ça peut être un nouveau collaborateur, etc., viennent changer la marche normale, on va dire, d'organisation et viennent demander à chacun de devoir se remettre en question. Et c'est ce que je disais, dans la capacité à se remettre en cause, mais tous, c'est-à-dire pas que le dirigeant, les collaborateurs, l'entreprise ou l'association en tant que telle, c'est important parce que c'est un organisme vivant, en fait, une organisation. Donc, plein de choses viennent la percuter, de l'interne, de l'externe, et il faut être en capacité d'analyser ça. Et alors, pour ne pas affliger Madame Garcia, c'est-à-dire que c'est pas souvent une question d'être le maillon faible, c'est qu'en fait, souvent, le dirigeant, il a la tête lui-même sous l'eau. Et il a beaucoup de difficultés à sortir de l'opérationnel pour prendre du recul sur la stratégie, pour pouvoir lui-même se nourrir, pour pouvoir prendre la distance nécessaire, avoir du recul sur ses propres pratiques, etc. Et là, je pense que ce que dit Ingrid est important, c'est-à-dire le fait de se faire accompagner permet en fait cette prise de recul. Et je ne sais pas, elle a dit dans son accompagnement, c'est que l'immersion l'a obligée à prendre du temps. Et je pense que c'est ça souvent l'enjeu, c'est-à-dire que l'organisation, c'est souvent le truc qu'on fait à la fin, quand il nous reste du temps. Alors qu'en fait, c'est le truc fondamental qui fait que le reste pourra fonctionner. Donc, on n'a souvent pas le temps pour ça parce que c'est pas rentable en soi. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va nous faire gagner de l'argent pour mettre en place le projet. Et néanmoins, c'est ce qui va le plus entacher la capacité du projet à fonctionner. Donc, prendre du temps, se forcer à en prendre en tout cas, est important. Donc là, je ne peux pas répondre directement à la question. J'espère bien que vous n'êtes pas le maillon faible, mais en tout cas, chacun a sa part en tout cas de responsabilité dans les échecs, mais aussi dans les réussites. Voilà. Après les crises, tout le monde en a. Hein. C'est normal en fait. Enfin, les crises, le plus gênant, c'est de refuser de les voir et de refuser de les traiter. Mais les crises, elles sont souvent très porteurs d'amélioration, porteurs de sens aussi. Et savoir les écouter, c'est savoir justement être en capacité à faire avancer sa structure. Du coup, si je peux intervenir, je me dis que, alors c'est trop tôt pour voir l'impact en fait pour l'instant, mais on est dans une grosse crise pour le coup, qui n'est pas une crise d'entreprise, mais qui est une crise globale. Je me pose la question de est-ce que ces structures qui sont dans ces démarches d'innovation organisationnelle
Est-ce qu'elles seront plus impactées, moins impactées en termes de… On voit bien que ça chamboule les entreprises. On a retravaillé nos pratiques. Voilà, on est tout en télétravail ou pas loin, en visioconférence. Voilà, du coup, je pense qu'il sera peut-être intéressant dans les structures qui ont été accompagnées ou qui sont dans des démarches d'innovation organisationnelle de pouvoir observer d'ici quelques temps l'impact sur ces structures qui avaient repensé leur stratégie. J'ai tendance à espérer que ça aura été plus facile dans ces structures-là que dans d'autres, peut-être, sans parler des conditions sanitaires, bien entendu. Hein. Et je me posais aussi la question des structures qui avaient lancé une démarche cette année, en 2020. En fait, en gros, comment ça a été vécu, en fait, parce que on chamboule ces pratiques, mais en même temps, on est déjà dans un chamboulement global. Je ne sais pas si, Yann, vous avez quelques éléments de lecture là-dessus. Alors, je ne sais pas si elles auront des meilleurs résultats, mais tout mène à penser que potentiellement elles en auront plus parce qu'elles ont une capacité de remise en cause. Quand je parle, enfin, j'élargis à plus large que l'innovation organisationnelle dans ces cas-là, parce qu'il y a des gens qui ont des très bonnes pratiques et qui n'ont néanmoins pas besoin de rupture d'organisation. Donc, c'est plutôt, je pense, la démarche d'être en capacité d'être à l'écoute et d'être dans la remise en cause qui va faire qui est un des éléments de réussite de l'organisation, et donc de s'adapter à un environnement qui change brutalement comme ça vient de nous arriver. Donc voilà, je pense que l'innovation organisationnelle a ses chances là-dedans, mais il ne faut pas évacuer tous ceux qui n'ont pas des démarches d'innovation organisationnelle, mais qui ont des démarches organisationnelles intéressantes et voilà, adaptées, qui n'ont rien de révolutionnaire par rapport à leur secteur, par exemple, ou leur pratique d'avant, mais par contre qui ont des effets positifs. J'ai un doute sur la deuxième question, pardon. C'était quoi la deuxième partie de question? Ceux qui ont lancé la démarche en 2020, voilà, ceux qu'on démarre. Alors ça les a secoués comme les autres parce que ça vient impacter des fois fortement le projet stratégique qu'ils avaient mis en place. Par contre, ils ont pris l'habitude de s'interroger. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense que l'avantage, c'est qu'ils ont au moins la sensibilisation de se dire il faut que je bouge. Et c'est pas grave si je bouge, c'est pas grave. En fait, tout ça, ce n'est que la vie et on va s'en sortir. Ça dépend en fait souvent de la maturité aussi de leurs équipes. Ça dépend où est-ce qu'ils en étaient aussi, eux aussi, quoi. Donc ça, je pense que c'est difficile à dire, mais moi, dans les accompagnements que je fais, ça change pas grand-chose, voire même ça leur donne envie d'aller encore plus vite, plus loin. Donc des ruptures plus fortes peut-être. On n'osait pas et puis là on se dit allez, c'est bon, on y va. On n'a plus rien à perdre, c'est parti, quoi. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Le temps que vous les formuliez, j'en profite pour rappeler notamment sur les questions de financement, c'est souvent revenu. Donc il y a l'AMI Innovation Sociale du conseil régional dont vous êtes lauréat, Anne, qui peut, voilà, vous pouvez demander des financements pour des projets d'innovation organisationnelle. La deadline, c'est le 31/12 de cette année. Je vois qu'il y a une main levée de Pierre-Gilles. Oui, Pierre-Gilles, bonjour. Bonjour, excusez-moi. J'avais une question. Oui, je prends la main parce que c'est peut-être un peu compliqué à écrire. D'accord. Par rapport à l'impact social plus large, finalement, de la démarche de la crèche, des éponymes, est-ce que vous êtes posé la question de vous dire aussi sur la petite enfance, il y a les enfants qui vont en crèche, mais il y a tous ceux qui vont chez les assistantes maternelles à domicile. Est-ce que vous avez aussi eu cette ambition-là de les aider aussi à avoir un impact? Enfin, vous avez aussi visé à faire savoir ce que vous faites auprès de ce public-là, de ces parties prenantes-là? Ou si vous êtes vraiment resté centré sur votre crèche et voilà, en termes d'objectifs sociétal finalement? Oui, je comprends. Alors aujourd'hui, on est jusque-là, 2020, on est centré sur les crèches. Maintenant, depuis quelques années, on organise des conférences qui sont gratuites et ouvertes à tous, des guides de la parentalité en fait qui sont gratuites et ouvertes à tous. Donc nos actions en fait sensibilisation sont ouvertes à tous, donc au-delà des professionnels et des parents de nos crèches, et ça depuis au moins 3-4 ans. Maintenant, par rapport aux assistants maternels, notre prochain défi, en fait, c'est qu'on souhaite justement aller au-delà, notamment par rapport à l'éducation respectueuse, mais aussi aux questions de santé et environnement, aller au-delà des professionnels de nos crèches par le biais de la formation du coup.
on souhaiterait développer des actions de formation ouvertes à tous, enfin, au-delà de nos professionnels, nos formations. Et là, aujourd'hui, je rebondis un petit peu sur la question du Covid. Nous, la petite enfance, en fait, la petite enfance, souvent, on dit qu'il faut absolument se voir, il faut se parler, il faut se réunir, en fait, se dire les choses oralement pour pouvoir être formé, pour pouvoir dialoguer. Et avec cette période, en fait, on a dû rebondir en fait très vite et on a mis en place des visioconférences pour former nos collaborateurs avant la reprise sur les mesures sanitaires, pour les écouter, des conseils de parents aussi en visio en fait pour entendre leurs remarques avant que les crèches ouvrent au mois de mai. Et maintenant, normalement, on a un café des pros, en fait, une fois tous les trimestres à Darwin, avec un café, un cookie, un ambiance plutôt conviviale, sauf que c'est plus possible actuellement. Donc, on l'a mis en café des pros aussi en visio. Et on se rend compte que ça fonctionne quand même et que la parole est libérée, que les sujets sont traités et abordés par les professionnels. Donc, voilà. Donc là, aujourd'hui, on se pose la question aussi de est-ce que les formations, on a essayé un premier format en formation de 2-3 heures pour les profils de nos crèches. Donc voilà, le prochaine étape, c'est pas d'aller forcément. Ce qu'on souhaite, c'est toucher tous les profils de la petite enfance par le biais de la formation aujourd'hui et par rapport à l'alimentation saine et durable, qui est à la fois par le biais de pouvoir offrir des repas de cette qualité-là au-delà des enfants de nos crèches, donc en créant une autre activité. Type une cuisine centrale. Mais directement les ASMAT, on y a pensé au départ, mais on n'était pas prêt. Aujourd'hui, voilà, ce serait notre biais, ce serait par le biais de la formation, en sachant que nos conférences sont déjà ouvertes à tous. On a parfois des ASMAT qui viennent. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Pierre. Parfaitement, merci. On a une nouvelle question. Y a-t-il un club des dirigeants en voie de changement organisationnel? Ça serait... non, je pense qu'il y en a plusieurs. Après, ça dépend les changements qu'on veut. Le lean management a des groupes de dirigeants bien structurés. Il y a, dans le monde de l'innovation sociale, il y a des groupes qui existent. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Il y a le club des jeunes dirigeants, les Il y a la CJD, donc. CISO qu'on a Il nous y à a la l'agence CISO, avec exactement, talent et ouais. culture. Je pense Enfin, que ça il en existe, par contre, il faut regarder la porte d'entrée. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut regarder dans les sources d'inspiration ce qui vous convient le plus pour que vous vous retrouviez dans un échange qui vous soit utile. C'est surtout ça. Oui, c'est surtout de voir quel type d'échange vous voulez avoir. Par exemple, des fois, le club d'entreprise de votre ville ou de votre espace, ça peut être aussi un bon moyen d'échanger avec d'autres dirigeants. Voilà, ça, dans cette partie-là dont on a beaucoup parlé, de savoir aller voir ce qui se fait chez les autres, se nourrir des expériences des autres. Ça dépend ce que vous cherchez. Et dans ce cas-là, nous aussi, à l'échelle de l'agence ou même de la RACT et de la CRES, on peut vous mettre en relation avec d'autres dirigeants pour qu'ils puissent échanger avec vous. C'est JDES aussi, voilà, le MOVES. Oui, voilà, il y a plein de clubs qui peuvent répondre à ces questions-là. Moi, j'aurais tendance simplement à dire que c'est important d'aller dans des clubs qui nous ressemblent, mais c'est aussi important d'aller observer ce qui ne nous ressemble pas, en fait, pour se rendre compte qu'il y a des innovations qui sont faites à côté, qu'on n'appliquera pas automatiquement de la même façon, mais qui sont source d'amélioration dans sa structure. Donc, ça, par contre, je pense que c'est important d'être dans un groupe dans lequel on se sent bien et avec qui on a une facilité d'échange. Mais voilà, ouvrir les écoutilles en recevant des informations, par exemple, sur des newsletters. François Pellerin est parti, mais par exemple, lui, il fait une très bonne newsletter sur l'innovation organisationnelle au sens large, industriel et général. Moi, je sais que je suis aussi abonnée à l'industriel, même si j'ai pas beaucoup de structures de l'industrie dans mon accompagnement, parce qu'il y a beaucoup de sources d'amélioration qui existent, d'idées nouvelles, quoi. Marion, j'ai vu que tu avais ouvert ton micro. Oui, juste pour compléter, si jamais il y a plusieurs structures qui souhaitent aussi échanger sur ces questions, alors de façon globale sur l'innovation sociale organisationnelle, on peut aussi, nous, en tant qu'institutionnel, entre guillemets, avec ADI, avec la CRES, organiser ce type de rencontre si jamais vous ne trouvez pas de groupe qui vous convient. Donc voilà, si jamais il y a plusieurs structures aussi qui sont motivées, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra aussi être force de proposition là-dessus. Oui, donc c'est la lettre de veille de François Pellerin. Il y en a une qui est partie ce matin.
en tout cas. Elle est dans ma boîte mail. Voilà. C'est lettre de veille. Mais il y en a une qui s'appelle lettre de veille management et je crois que l'autre s'appelle lettre usine du futur ou quelque C'est ça. chose comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas dans le chat, en tout cas. Pas dans le chat. Il y a une question qu'on avait aussi posée l'année dernière au témoignage d'entreprise. C'était notamment quand on recrute des nouvelles personnes. Comment on présente ces projets-là? Comment on s'assure de l'adéquation un petit peu des potentiels nouveaux salariés avec le mode d'organisation que les entreprises, les organisations essayent de mettre en place? Parce que c'est aussi un point peut-être, comme vous l'avez dit, de crise, s'il n'y a pas d'adéquation salarié-projet. Donc du coup, comment on peut essayer de le vérifier en tout cas, soit en entretien de recrutement, soit par la suite? Et je rajouterais même à la question, moi je me pose la question du changement de dirigeant. On peut aussi imaginer un jour que les dirigeants partent sur d'autres projets. Comment on garde aussi dans le, enfin, comment on prépare en fait et dans le recrutement en fait et dans l'accompagnement de ces nouveaux collaborateurs jusqu'aux dirigeants en fait. Cette trace en fait, ces éléments d'organisation. Alors, la question n'est pas simple. Sur le recrutement, j'aurais tendance à dire, parce que s'il y avait une formule miracle, tout le monde l'appliquerait. Sur le recrutement, j'aurais tendance à dire, il faut parler du projet et pas du projet d'innovation organisationnelle au sens, l'innovation organisationnelle est un outil au service du projet, comme plein d'autres outils. Donc, ne pas vendre de rêve. J'aurais tendance à dire ça, c'est-à-dire de faire attention parce qu'il y a une très grosse attente aujourd'hui de la part des salariés sur les conditions de travail, sur les modes de management qu'ils vont trouver, etc. Et des fois, sur un même mot, on met pas la même réalité. Donc, j'aurais déjà tendance à dire, là, par exemple, si c'est dans le cas d'Ingrid à Éponyme, parler du projet de la crèche et dire qu'il y a un travail qui se fait sur l'organisation, mais pas l'inverse. Mettre les choses dans le bon sens. Ensuite, ça se teste dans les entretiens, c'est essentiellement repérer les savoir-être qui vont avec le type d'organisation qu'on souhaite avoir. Et puis après, ça se teste dans les périodes d'essai. Ça, c'est surtout ça. Et donc, ne pas laisser les gens seuls, les mettre dans des périodes de tuilage qui sont très importantes, de marrainage ou de choses comme ça, de formation. Ce que dit Ingrid, quand ils arrivent chez eux, ils sont formés aux enjeux de coéducation, ils sont formés aux enjeux de management pour les directrices de crèche, de santé environnement, etc. Ça permet aux gens de vite se rendre compte déjà du fait d'avoir s'ils ont envie d'y être ou pas dans ce type de projet-là. Et à l'inverse, nous de se rendre compte jusqu'où la personne, quel niveau de maturité elle a aujourd'hui et qu'est-ce qu'il va falloir faire soit pour l'accompagner dans les années à venir si besoin. Ça, je dirais que c'est l'enjeu, mais qui va au-delà de l'innovation organisationnelle, qui est un enjeu d'entreprise, en fait, tout simplement. Pour la transmission, alors j'ai pas bien entendu le début de la question parce que ça a coupé, mais j'ai compris que la question c'était l'enjeu de la transmission par rapport à un dirigeant qui partirait, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, moi, l'expérience que j'ai pas mal travaillé dans le milieu agricole, et dans le milieu agricole, on disait une transmission, ça se prévoit 10 ans à l'avance. Ça ne veut pas dire qu'on doit partir là tout de suite, mais par contre, il y a des telles implications sur le modèle économique, sur la vie familiale aussi. Dans une ferme, on est au milieu de la ferme, par exemple. Enfin, notre logement est au milieu, etc., que ça se prévoit longtemps en avance. Alors, dans une entreprise, je ne dirais pas automatiquement 10 ans, ça dépend des structures. Mais par contre, c'est important parce que de le penser à l'avance, je veux dire, parce qu'il faut penser à toutes les réalités économiques qui vont avec une transmission, de statut, etc., plus aux enjeux de leadership, c'est-à-dire qu'il faut trouver quelqu'un qui ait la même façon, en tout cas qui a la même vision du projet, ou qui soit capable de faire cette transition progressive. Donc, c'est pas à négliger, c'est un vrai travail, la transmission. Et alors là, par contre, ça s'accompagne. Moi, je crois assez peu au fait que la transmission se fasse par la personne.
pur et dur parce qu'il y a trop d'enjeux émotionnels dans une transmission. On fait aussi le deuil de son activité professionnelle. On va passer sur une autre activité, la retraite, dans laquelle il va falloir que soi-même on se réinvente. Et donc, ça vient percuter énormément de choses qui sont de l'ordre du perso et du professionnel. Donc, ça s'anticipe beaucoup parce qu'en plus, on peut trouver des relais en interne. C'est-à-dire, on peut faire monter des gens à des postes de direction ou on peut penser des co-directions auxquelles on n'avait pas pensé parce que jusqu'à présent, il y avait le dirigeant qui était là et qu'il a un tel aura qu'on ne prendrait pas sa place. Mais voilà, donc ça se réfléchit à l'avance. Donc moi, j'ai tendance à dire, mettez-vous-y au moins 5 ans à l'avance. Et ça ne veut pas dire qu'on va pondre le plan tout de suite, mais par contre, ça permet de se dire, on va passer par des étapes qui vont petit à petit nous amener à un départ de la structure. Là, aujourd'hui, j'accompagne, par exemple, qui fait de l'accompagnement professionnel là, de création d'entreprise. Le dirigeant, c'est une association, il est là depuis 25 ans, il part dans peu de temps. Bah, ça va percuter énormément de choses. Donc voilà, il faut l'anticiper et le penser dans l'organisation, cette phase de transition en fait. Et alors de plus en plus, les dirigeants ont de plus en plus envie de partir progressivement en diminuant le travail. C'est pareil, il faut regarder si ça convient ou pas à la structure. Ça va convenir à certains et ça va pas convenir à d'autres. Donc ça, ça se pense tout ça. Merci beaucoup. Est-ce que encore une ou deux questions dans le chat? Non? Si peut-être une alors. Vas-y, Pierre-Gilles. Oui, excusez-moi, je prends la parole encore une fois. Est-ce qu'il y a des préalables parfois sur des dirigeants qui viennent juste d'arriver en entreprise et qui ont leur idée de finalement réorganiser l'entreprise? Est-ce qu'il y a un délai minimum avant d'engager un projet d'innovation organisationnelle ou est-ce que des fois ils peuvent se servir de ce prétexte de l'innovation organisationnelle pour faire quelque chose à leurs mains sans trop travailler? Est-ce que vous qualifiez, avant d'accompagner un dirigeant, est-ce que vous essayez de tester, de le qualifier sur ses réelles intentions? Ah bah, de toute façon, ça part de son intention. Donc oui, il faut calibrer ça. Un temps, je ne sais pas. Certains disent qu'ils ont un temps donné, c'est-à-dire qu'ils ont, pour impacter un changement, j'en ai pas mal qui m'ont dit, moi j'ai 3 ans, pas plus. Sinon, si ça n'a pas pris là, ça passera jamais. Pourquoi pas? Ça dépend des gens. Moi, ce que je vois quand même, et je pense que François Pellerin le dirait comme moi, c'est qu'il faut faire attention à ne pas faire la révolution quand on arrive, parce qu'il faut déjà que les gens aient confiance dans ce nouveau dirigeant avant de pouvoir embarquer le changement. Donc, il faut généralement qu'il sache bien où il veut aller. Et là, il a toute une phase, lui, de diagnostic, entre guillemets, à faire pour instaurer la confiance avec son équipe et petit à petit les amener à changer. C'est là où le type de leadership va différer. C'est-à-dire, si j'ai une équipe qui attendait qu'une chose, c'était que ça change parce que c'était encrouté avec le dirigeant d'avant et donc ils sont prêts à tout. Et bien là, il va falloir y aller vite et y aller plutôt en mode projet, déploiement de projet. Si j'ai une équipe qui est en frein au changement, il va falloir y aller en leadership pour convaincre en fait. Convaincre et faire que les gens nous fassent confiance pour pouvoir y aller. Donc ça dépend vraiment là où ils arrivent. En tout cas, je me souviens avoir rencontré par exemple une structure qui faisait de la charpente. Le monsieur rachète l'entreprise. Alors il faut savoir souvent que les transmissions, il y a un espèce d'énorme tabou en France sur la transmission. Donc les salariés se le prennent d'un seul coup. C'est-à-dire que les dirigeants, ils pensent déjà depuis 5 ans. Mais par contre, les salariés, en quelques mois, tout d'un coup, on leur apprend que on va changer de dirigeant et clac, ils changent de dirigeant. Donc, il y a souvent un deuil qu'il faut accepter et donc prendre le temps de construire cette phase de réorganisation. Donc, pareil, il n'y a pas de solution miracle, mais il faut savoir où on met les pieds, quoi. Oui, et puis ma question aussi portait sur le nouveau dirigeant qui finalement n'arrive pas à avoir ce leadership et qui a besoin de faire changer l'organisation et finalement va prétexter cette innovation organisationnelle peut-être bienveillante alors que ce n'est pas du tout dans son intention, mais il utilise cet outil-là, quoi. Est-ce que vous Ah avez oui. essayé de le qualifier, quoi? Parce que du coup, Ah s'il n'arrive pas à avoir le bah, leadership, ça arrive. il va faire partir les gens pour mettre des gens sur lesquels qu'il aura choisi lui et pour qui ce sera plus facile, quoi. Oui, ça peut arriver, mais ça
Ça, moi, c'est ce que j'appelle l'alignement des planètes, c'est-à-dire qu'il faut que le dirigeant il soit aligné avec le projet et avec les gens qui vont faire que le projet existe. Si lui-même il n'est pas aligné avec son projet ou qu'il il est mal intentionné, assurément ça va mal se passer. Donc là, les crises, elles vont être importantes. Donc voilà, oui, enfin, le problème, c'est que enfin, le problème, c'est pas un problème, mais l'innovation organisationnelle, c'est pas simple. Donc, c'est pas un outil qu'on place comme ça, comme un outil miracle. C'est vraiment de la réflexion, en fait. Ça demande à chacun de penser et de ne pas penser que son idée, c'est la seule bonne idée. Donc, voilà, c'est vraiment une démarche de réflexion, c'est une démarche d'intelligence collective, en fait. Donc, oui, s'il y en a un qui est pas aligné, bah, généralement, ça marche pas très bien, quoi. Merci. Merci. Je pense qu'on arrive au bout des questions. En tout cas, merci beaucoup pour le témoignage et l'apport sur ces sujets, à la fois Anne et Ingrid, c'était très intéressant. Pour tous les participants, on reste bien entendu à votre disposition si vous avez des questions, des besoins d'accompagnement, de mise en relation. On vous nous enverra aussi l'enregistrement de ce webinaire si vous souhaitez vous le repasser pour pouvoir travailler votre projet d'innovation organisationnelle. En tout cas, vous avez sur la Nouvelle-Aquitaine beaucoup d'acteurs et beaucoup d'outils qui peuvent vous permettre de le mener, ce type de projet, de le nourrir et de le mettre en place. Donc, n'hésitez pas à y faire appel et n'hésitez pas aussi à échanger avec vos pairs sur ces sujets. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci. Au revoir. Au revoir, merci.